Vous écoutez la version courte de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur mon invité, une version longue est également disponible. Et si cet épisode vous plaît, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire dans l'appli Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour Claire Damon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Claire Damon, pâtissière dans mon entreprise des gâteaux et du pain depuis une dizaine d'années. Est-ce que ça vous intéressait quand vous étiez débutante en fait de travailler avec les plus grands ? Est-ce que vous vous êtes dit il faut que j'apprenne en travaillant à leur Bien côté ? sûr. Ouais. Et c'est pour ça aussi que vous avez fait le concours de meilleur apprenti ou... Alors le concours du meilleur apprenti, en fait, vous décidez pas de le faire. En fait, vous êtes sélectionné par des notes et des résultats. Ouais. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. En revanche, oui, je savais que ce métier-là, il était beau que s'il était pratiqué à haut niveau, quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur les autres étapes qui vous ont conduite à créer votre entreprise Je crois que j'ai toujours voulu en fait m'installer, depuis toute petite en fait. Ça c'est fou, avec le recul je me dis mais c'est fou parce que d'avoir autant c'est vraiment pour le coup la foi du charbonnier, quoi, la foi de l'Auvergnat. Je me suis fait un bon solfège, un bon bagage, de très bonnes connaissances professionnelles, en allant dans les ateliers, les labos où les choses se passaient, quoi, parce qu'il y a des endroits où les choses se passent. Bien sûr. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de palaces, où là, j'ai été confrontée à une autre... j'ai travaillé avec une autre excellence, d'autres exigences très différentes. Et là, j'ai appris autre chose, c'est-à-dire j'ai appris le management, parce que dans les palaces parisiens, c'est des très grosses brigades. Enfin, quand vous avez des postes à responsabilité dans un palace, vous n'êtes plus que pâtissier. Bien sûr. Et c'est cette approche-là aussi qui m'a permis d'appréhender un petit peu plus. Alors attention, le monde de l'entreprise à un autre niveau, bien sûr. Oui. Non, mais ça vous a été utile en tout cas dans la création de votre propre entreprise. Oui, parce que je me suis dit que c'était pas quelque chose auquel j'étais réfractaire. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez être très bon pâtissier, mais finalement la gestion de l'humain, la gestion des finances, ça peut vite vous ennuyer, les chiffres, les choses comme ça. Finalement, moi, c'était quelque chose qui me plaisait assez, que je trouvais que c'était complémentaire, moi j'aimais faire ça. Alors quand vous avez créé votre entreprise, vous ne l'avez pas créée toute seule puisque vous vous êtes associée au boulanger David Granger. Oui. À l'époque, c'était pas forcément courant quand on créait une pâtisserie haut de gamme, de proposer du pain. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce choix ? Alors c'est vrai qu'à l'époque, la pâtisserie avait un peu un côté très élitiste, mais je trouvais que ce qui était intéressant avec le pain, c'est que ça apportait du quotidien en fait, le quotidien dans ce qu'il a de beau. Je voulais revenir donc sur les matières premières que vous utilisez. On le sait, le sourcing des matières premières est hyper important pour vous. Ce travail de sourcing, c'est ça, c'est surtout un échange avec les producteurs. On a décidé il y a quelque temps il y a 3 ans de travailler avec des amandes françaises. C'était un vrai pari parce que quand j'ai vu les tarifs, ça m'a quand même fait peur. Oui, ça a un impact. Ça a un impact, on a perdu un point de marge. C'est-à-dire qu'on est passé, une poudre d'amande lambda coûte entre 4 et 5 euros. Nous, on monte jusqu'à 16. Ouais. Et on s'engage sur des marchés. C'est-à-dire que je signe un marché tous les ans. Je m'engage à prendre 1,5 tonne, 2 tonnes d'amandes. Pour moi, c'est aussi... on ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord avec le monde dans lequel on vit, avec l'environnement, avec nos campagnes qui se désertifient, qui sont moins jolies, et puis consommer n'importe comment. Pareil, donc les œufs, c'est pareil, on travaille en biologique, en œufs biologiques. Les citrons, les fruits... je ne suis pas forcément pour le bio à 100%. Il y a des choses où je vais prendre du bio parce qu'effectivement, un citron où vous utilisez énormément toute la peau, tout le zeste. Ouais, le zeste. Oui, bien sûr qu'on va le prendre biologique. Si j'avais un producteur de citron que je connaissais et que je savais que le mec ne traite pas... vous n'avez pas forcément besoin du label. Je n'ai pas besoin du label. Ouais. Mais... je suis quand même très regardante à ça. Ouais. Les pommes, c'est pareil, on prend des pommes en agriculture, en biodynamique, c'est plus que du bio. Les pamplemousses, aussi beaucoup de produits français. Ouais, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est intéressant parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut pour demain, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'on veut pour demain, qu'est-ce qu'on veut comme emploi en France, qu'est-ce qu'on veut... Je voudrais revenir sur votre processus de création. Oui. Parce que vos pâtisseries sont, je trouve, très identifiables. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite quand un gâteau vient de chez vous, on le reconnaît.
Comment est-ce que naissent en fait quelque part vos créations? Est-ce que vous partez d'une idée de visuel? Est-ce que c'est parce qu'il y a aussi des associations de goût qui sont très audacieuses, qui sont pas communes. Comment est-ce que ça vous vient? C'est la vie en fait qui m'inspire. Moi, les personnes qui peuvent marquer mon parcours ou des gens qui me sont proches, une musique, une peinture, c'est vraiment ma sensibilité, quoi. C'est une expression de ma sensibilité. L'association, moi, ça se fait en tête, quoi. C'est des moments de vie qui croisent des senteurs, qui croisent des parfums, qui croisent des ingrédients, qui vous inspirent des textures. On imagine bien que nos sentiments et nos sensations peuvent être liés à des textures plus ou moins fermes, plus ou moins douces, des choses plus sucrées, moins sucrées, plus acides, avec ou sans morceaux, etc. etc. Moi, en fait, c'est comme ça que je le fais. Par exemple, Initial CD. Bon, alors c'est très prétentieux parce que c'est un autoportrait. Je suis auvergnate. Le lac que je préfère, un endroit que je préfère en Auvergne, c'est le lac Servières. Et quand j'étais plus jeune, on cueillait les myrtilles. On cueillait les myrtilles autour du lac, on redescendait sur Orcival. Donc vous avez des champs qui ont des graminées extrêmement riches, avec des odeurs très puissantes. Quand on longeait ces champs qui venaient d'être fanés, il y avait une odeur de foin coupé. Et cette odeur-là, moi, il y en a certains, ça peut être l'odeur de la mer ou l'odeur de je ne sais quoi. Moi, c'est l'odeur du foin coupé. Donc l'association avec la myrtille s'est construite comme ça. Et après, je voulais quelque chose de très léger. Enfin bon, bref, l'architecture du gâteau, en tout cas la construction du gâteau, se fait avec les goûts, les textures, les densités, tout ça. Ouais. Alors Claire Damon, on va passer à la deuxième partie de l'interview qui est consacrée aux femmes et à leur place dans le monde de la gastronomie. Ma première question, qui est une question rituelle, que je pose à toutes mes invitées, c'est: est-ce que selon vous, le fait d'être une femme a eu une incidence sur votre parcours? Je serais tentée de vous dire que je me suis jamais posé la question, et c'est certainement vrai, et c'est ce que je voudrais en fait vous dire. Il n'en demeure pas moins que souvent vous êtes confrontés, surtout dans des milieux comme les nôtres, où vous êtes confrontés à certaines choses, et puis je pense que moi j'ai appris à faire avec, et en tout cas oui, ça a eu une influence, parce que souvent ce que j'avais pu entendre, j'avais le caractère moi fait pour me défendre en fait de ça. J'avais le caractère, j'avais les mots, parce qu'on n'a pas toujours les mots pour se défendre. C'est vrai. Et j'avais une troisième chose qui était indispensable, c'est que j'avais la compétence. Parce que quoi qu'il arrive, il n'y a qu'une chose qui prime à la fin, c'est le travail, le résultat. Et quand vous montrez que le travail, vous le faites de la même façon, voire mieux, ça force un peu le respect. Ça, c'est la première chose. Mais ça, c'était avec mes collègues en lien direct. Mais sinon, la majeure partie des gens avec qui j'ai pu travailler, ça s'est très très bien passé. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes dans votre environnement professionnel, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être dans votre écosystème En fait, moi, je me pose pas la question. Quand quelqu'un est bon, que ce soit une femme ou un homme, je le prends, peu importe le poste. Oui. J'ai des femmes. Question, en fait, ouais. Non, j'ai des femmes dans tous les postes. Enfin, j'ai des femmes qui font des croissants, comme des hommes. Toutes mes équipes sont mixtes. La pâtisserie, la boulangerie, le tour et la vente. Et est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui nous écouterait et qui, pour le coup, souhaiterait se lancer, travailler dans le secteur de la gastronomie Travail. Non, mais parce aujourd'hui, on attend beaucoup. Moi, je reçois des mails en disant oui, donnez-nous des conseils et comment vous avez fait. Ok. Je pense que le fait que je sois là aujourd'hui et que j'ai cette entreprise avec moi, déjà, ça prouve que voilà, c'est possible. Ça marche. J'en vis bien. Je suis contente de mon métier, de la façon dont je le pratique. Donc voilà. Et on peut être heureux en le pratiquant d'une autre façon. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut bosser.
Souvent, en fait, on voit beaucoup aujourd'hui, on est assez starifié en pâtisserie. Moi, je suis très en retrait de tous les réseaux sociaux. Beaucoup de mes confrères le sont moins. Et les gens se disent, putain, c'est sympa, t'as vu, ils font des selfies, des machins, ils font des gâteaux. Non, mais avant de faire ça, des gens comme Christophe Michalak, comme Christophe Adam, comme Pierre Hermé, Claire Elzer, Christelle Brouillard, etc., mais c'est des gens qui ont bossé, mais comme des chiens. Non, mais quand je dis comme des chiens, c'est-à-dire que c'était des 18 heures par jour, tous les jours. Mais je pense qu'ils ne le regrettent pas, parce qu'on a des métiers de geste, de passion, de savoir qu'il faut apprendre, qui nécessitent du temps. Et on a travaillé. Et aujourd'hui, on en arrive là. Aujourd'hui, en fait, le problème des réseaux sociaux véhicule en fait de la pâtisserie une image qui est un petit peu bucolique, le truc très sympa, glamour, tout va bien, tout est beau. Non, mais ça marche pas. Ça l'est maintenant. Au final, c'est vrai que c'est ça. Notre métier, c'est quand même de faire plaisir et de faire des gâteaux. C'est plutôt joyeux. Mais ça reste un métier. Et ça reste un métier qui, pratiqué à un niveau élevé, demande énormément de travail, d'abnégation et de rigueur. Donc il faut passer par là. Et il ne faut pas avoir peur de l'effort. On va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, donc des questions pour mieux vous connaître. Est-ce que vous avez un coup de cœur food récent ? Une salade de fenouil avec de l'huile d'olive, un trait de citron et du haddock fumé que m'a préparé mon amoureux. Mais c'était très simple mais très bon. Quel serait le plat qui résumerait le mieux votre enfance ? En fait, le problème, c'est qu'en Auvergne, il y en a des super plats, mais ils ont des noms qui sont abominables. Donc, un plat de mon enfance... J'adore la tomate, j'adore la sauce tomate. Ma mère faisait un riz à la tomate qui était particulièrement bon. Ou non, les œufs à la tomate. Un peu comme une shakshuka ou... Oui, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? Le homard au navet de chez Passard, mais des choses beaucoup plus simples. Ça peut être... Il y a des émotions gustatives parfois qui peuvent être liées à quelque chose, un morceau de pain dans une boulangerie que vous trouvez super. Un beurre, moi j'ai un beurre par exemple à Paimpol, j'avais trouvé un beurre sur un marché, un beurre de baratte extraordinaire. J'ai encore le souvenir et le parfum qui me revient. Ça peut être une fraise des bois cueillie sur le plateau de l'Aubrac. Ça peut être... c'est des choses très simples. En fait, le luxe, il est là. Et est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? L'anis. Est-ce que vous avez une recette fétiche que vous faites plutôt à la maison, qui peut être très simple, mais que vous faites très souvent ? Que je fais en fait, je cuisine comme je fais mes gâteaux, donc avec des produits de saison, beaucoup de végétal. Donc très souvent, c'est vrai que quand c'est la saison des asperges, j'en fais très souvent. Quand c'est la saison, donc là c'est fini, c'est tant pis. Oui. Mais j'en ai fait beaucoup, avec juste un petit peu de parmesan, un trait d'huile d'olive, des choses comme ça. Là, ça va être la saison des tomates et des poivrons, des courgettes, des aubergines, donc tous ces légumes méditerranéens, le basilic, moi j'adore, donc je vais en abuser pendant tout l'été. Donc non, en fait, je profite du fruit ou du légume quand il est à pleine maturité et quand il est exceptionnel. Mais je pas de plat. La saison toujours. Toujours. Et quand vous êtes en cuisine, est-ce que vous écoutez quelque chose ? Non. Non. Vous travaillez en silence ? Oui. Et à la maison ? À la maison, j'aime bien. J'aime bien le jazz. S'il devait y avoir un restaurant qui serait le restaurant de votre vie, celui que vous avez, votre restaurant préféré, s'il n'en restait qu'un, ce serait lequel ? Le restaurant imprévu. C'est-à-dire le restaurant, on tombe dessus par hasard, pas quelque chose de forcément extraordinaire, mais qui allie, à mon avis, les trois choses indispensables, c'est-à-dire un lieu sympa, de l'humain, avec une cuisine faite avec cœur et conviction, mais comme on peut trouver dans certaines campagnes. C'est certain que ce serait un restaurant simple. Est-ce qu'il y a un resto que vous donneriez cher pour tester ? J'aimerais bien aller, mais rien ne m'empêche de le faire, j'aimerais bien aller au Noma, chez Red Zepi, le dernier qu'il a fait. Dernière question. Quelle femme souhaiteriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Alors, on est peu. Il y en a deux, je pense à deux, parce que je suis amenée à travailler avec
même 3. Il y a Christine Ferber avec qui on va faire on est en train de faire des confitures en fait, parce que je ne peux plus les faire. Avant c'était moi qui les faisais, mais je n'ai plus le temps en fait de faire les confitures à l'atelier. Donc on travaille ensemble avec Christine Ferber sur une nouvelle gamme de confitures. Génial, donc un autre projet. Un autre projet, voilà. Finalement il y en a quand même quelques-uns. Déborah Dupont. Interview déjà programmée. Déjà programmée, voilà, qui la librairie gourmande, qui est un personnage... Le temple de tout exactement. Voilà. Et Julie Desfontaines, qui est mon éditrice en fait, et qui a une approche en fait de la cuisine et des mots, qui est super intéressante. Merci beaucoup Claire Damon. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Vous avez écouté la version courte de l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur mon invité, une version longue est également disponible. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager avec le plus grand nombre, rien de plus simple, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire dans l'appli Apple Podcast. J'attends vos réactions sur Instagram, sur le compte girls.in.food, ainsi que vos suggestions d'invités. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.